Dans l'actualité de ce jeudi, l'Ordre national des pharmaciens du Burkina a 20 ans. L'Assemblée générale constitutive de l'organisation a eu lieu le 24 novembre 2020. 2 décennies plus tard, l'Ordre se porte bien et tient son 8e congrès ordinaire du 30 septembre au 2 octobre 2021. Pour ce rendez-vous, les pharmaciens sont portés sur les défis des innovations techniques et technologiques qui s'imposent à leur profession. La réflexion est donc lancée pour trouver un ensemble sur ce qui sera le métier dans le futur. Ouagadougou, capitale de l'Afrique de l'Ouest de la lutte contre le réchauffement climatique, la ville abrite depuis ce jeudi la conférence des jeunes de l'Afrique de l'Ouest sur les contributions déterminées sur le climat. Objectif, sensibiliser les États et les jeunes sur leurs responsabilités dans le cadre de la préservation de l'environnement. Et puis, actualité internationale, justice en France. Pour la 2e fois cette année, Nicolas Sarkozy est condamné par la justice française. L'ancien président français écope d'une peine d'1 an de prison ferme, reconnu coupable pour financement illégal de campagne dans l'affaire Big Malion. L'affaire remonte à 2012. Nicolas Sarkozy annonce d'ores et déjà qu'il fait appel de cette décision. Et voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Depuis ce 30 septembre, s'est ouvert le 8e congrès ordinaire de l'Ordre national des pharmaciens. Pendant 72 heures, les débats vont porter sur la nécessité de l'organisation de s'adapter aux innovations techniques et technologiques qui touchent la profession des pharmaciens. Une volonté affichée de se projeter dans le futur dans un contexte d'évolution permanente des exigences scientifiques en la matière. Arsène Konditamte. Ce 8e congrès de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso peut être considéré comme le congrès de la réinvention. Le thème retenu, le pharmacien face aux défis des innovations techniques et technologiques, illustre bien cette volonté. C'est un moment pour ces professionnels du médicament de dessiner les contours d'un métier qui fait face à des mutations. L'essor du numérique, des objets connectés, des nombreuses applis santé et de l'intelligence artificielle ont un impact significatif sur notre quotidien et changent notre relation avec le patient qui exige un haut niveau de qualité de service utilisant les meilleurs dispositifs médicaux actuels. Par conséquent, nous pharmaciens, pour être à la hauteur de nos missions futures, devrons nous mobiliser et nous inscrire dans cette transformation numérique de la santé en nous engageant dans des services innovants au service des patients dans un cadre respectant les valeurs éthiques de notre profession. Ce congrès se tient dans un contexte marqué par la pandémie Covid-19 qui a éprouvé le monde entier. Le gouvernement burkinabé, partenaire privilégié de l'Ordre, salue les efforts des pharmaciens pour atténuer les effets néfastes de cette pandémie sur le territoire national. Malgré ce contexte particulièrement difficile, l'Ordre national des pharmaciens du Burkina, à l'instar de notre peuple, s'est montré fort et résilient. Il a su par la détermination de ses membres et en parfaite collaboration avec l'ensemble des acteurs du secteur pharmaceutique, répondre efficacement aux différents défis, notamment la sécurisation des stocks de médicaments. À l'ouverture de ce 8e congrès, 10 pharmaciens ont été décorés par les autorités burkinabées. Élevés au rang de chevaliers de l'Ordre de l'Étalon, ils sont récompensés pour leur carrière et les efforts pour le développement de la profession. Ce congrès se tient du 30 septembre au 2 octobre 2021. 48 heures, c'est le temps que va durer la conférence consultative des jeunes de l'Afrique de l'Ouest sur les contributions déterminées sur le climat. La réunion a débuté ce jeudi à Ouagadougou en présence de jeunes venus de plusieurs pays africains. Les réflexions vont notamment insister sur les politiques étatiques nationales et la responsabilité individuelle de la jeunesse en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Plus de précisions, Abdourazak Traoré. Ils se considèrent comme des soldats de la protection de la planète. Ces jeunes venus de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest se sont donné rendez-vous dans la capitale burkinabé, sous la houlette de la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat. Ils vont plancher pendant 2 jours sur ce qu'on appelle les contributions déterminées nationales. Les CDN sont des plans climatiques nationaux qui insistent sur les actions
et les politiques en matière de lutte contre le réchauffement de la planète. Il a été demandé à chaque pays de pouvoir identifier ses capacités de contribution, en tout cas pour diminuer son empreinte carbone. Et de ce fait, les pays ont soumis leur première contribution nationale déterminée en 2015. Et selon en tout cas les textes en vigueur, il était question de réviser ça chaque année, chaque 5 ans. Et nous sommes donc à la première révision des contributions nationales déterminées. Vu l'importance en tout cas des changements climatiques, sur l'impact important en tout cas des changements climatiques sur nos vies, et vu en fait les effets futurs attendus, il était important en tout cas pour la jeunesse de se mobiliser pour déjà contribuer à atténuer les effets du changement climatique, mais aussi à pouvoir contribuer à faire avancer les politiques. Faire agir les politiques dans la prise de décision, c'est justement cet aspect des choses qui séduit l'ambassade de France au Burkina Faso. Et le changement climatique, ça fait partie des causes pour lesquelles les jeunes doivent se mobiliser. Et les jeunes, ou la jeunesse en général, c'est l'espoir. Si nous perdons espoir, si les jeunes perdent espoir, que ce soit sur tous les sujets que je viens d'évoquer, alors on est fini. Je veux dire, s'il n'y a plus d'espoir, on s'arrête de vivre en quelque sorte. Donc il faut vraiment qu'il soit une force de proposition et même qui nous bouscule, qui nous oblige à agir, parce que c'est pour eux qu'on agit. Le diplomate insiste également sur la responsabilité individuelle de chaque jeune dans sa société. Luc Alade le sait, son pays, la France, est sur la liste des plus gros pollueurs au monde. Alors, il anticipe en dénonçant l'ineffectivité de l'accord de Paris sur le climat. 5 ans après, c'est pratiquement le statu quo pour ce traité international devant sauver la planète des affres de la pollution. Cette conférence consultative des jeunes de l'Afrique de l'Ouest sur les contributions déterminées sur le climat est donc un cadre d'interpellation des dirigeants sur les engagements pris. Un événement sous la présidence du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Dans le même registre, c'est autre instrument de préservation de l'environnement, la fiscalité environnementale. Il s'agit de moyens légaux, des taxes, impôts et redevances, entre autres, instaurés pour diminuer les comportements dégradants de l'environnement. Des réformes sont en cours en la matière. Pour les faire connaître, les médias sont mis à contribution et c'est tout le sens de ce séminaire d'information initié par le ministère en charge de l'environnement en faveur de plusieurs journalistes. Benjamin Kwame nous en dit plus. La Chine, les États-Unis et l'Inde sont les 3 premiers pays qui polluent plus l'atmosphère en CO2 selon la Banque mondiale, un classement de 2018. L'Afrique du Sud, premier pays en Afrique subsaharienne avec 52% de CO2 jeté dans l'air. Et le Burkina Faso, classé 23e africain avec pour taux de pollution 0,05%. Un pourcentage qui n'est pas négligeable car l'impact négatif coûte à l'État burkinabé plus de 780 milliards de francs CFA et les forêts sont les plus impactées. Pourtant, la population burkinabé dépend à plus de 90% des ressources naturelles. Le gouvernement veut protéger cette ressource. Il lance une réforme où des individus et sociétés doivent payer des taxes et redevances. Quand on parle donc de fiscalité, ça peut créer une certaine frayeur. Mais à la vérité, c'est des initiatives, c'est des taxes, c'est des impôts, c'est des redevances qui existaient un peu dans un certain nombre de secteurs. Quand vous prenez le secteur donc, des mines, ça existe déjà. Mais le souci ici, c'est de vraiment avoir une vision très claire dans ces secteurs-là. Comment on peut réajuster un certain nombre de choses? Comment nous pouvons reformer un certain nombre donc, de situations pour que véritablement nous puissions voir l'aspect transformationnel en termes donc, de comportement au niveau des individus et au niveau, bien sûr, des sociétés. C'est donc pour vulgariser cette réforme entreprise depuis 2019 que les hommes de médias sont associés à ce séminaire. Cette nouvelle fiscalité environnementale vise à inciter les individus et les sociétés implantées au Burkina Faso à adopter des comportements plus éco-responsables et décourager ceux qui infligent des dommages à l'environnement. Dans les domaines de l'énergie, du transport, des ressources naturelles, de la pollution et des déchets,
véritablement dans l'optique de permettre aux individus ou aux sociétés d'adopter un comportement éco-responsable. Autrement dit, l'éco-fiscalité constitue un outil de gestion durable de l'environnement dans notre pays. Pour éviter que cette réforme ne tombe comme un coup de massue, le ministère de l'Environnement, avant les journalistes, a répété le même exercice avec les décideurs publics et la société civile. Il s'étendra avec les parlementaires, avec toujours l'idée de protéger la population et assurer la pérennité des ressources naturelles comme l'eau ou encore les forêts. Eh bien, avant les journalistes, ce sont bien les décideurs publics de la société civile qui ont été mis au diapason des nouvelles réglementations nationales en matière de fiscalité environnementale. Justin Monteau, cette fois-ci. Depuis 2010, la transition vers une économie verte et inclusive constitue pour le Burkina Faso une approche pour atteindre l'objectif du développement durable. Ce 28 septembre à Ouagadougou, les décideurs publics sur la fiscalité environnementale sont en concertation. Une rencontre initiée par le ministère en charge de l'environnement avec l'appui de la coopération luxembourgeoise. Le Burkina Faso a engagé un processus d'élaboration de sa fiscalité environnementale. Et aujourd'hui, nous disposons d'un rapport de l'étude. Et il s'agit pour le ministère donc, en charge de l'environnement de voir comment nous allons partager le contenu de ce rapport-là à l'ensemble des acteurs. Selon le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement, d'autres acteurs sont aussi ciblés pour être informés sur la fiscalité environnementale. Nous avons prévu également une série d'informations au profit des médias, au profit donc des membres du gouvernement, au profit donc des parlementaires, au profit vraiment des collectivités territoriales, tous les acteurs vraiment qui sont impliqués dans cette dynamique. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un pays sahélien où les questions d'environnement concernent tout le monde. 2 phases d'études ont été menées dans divers domaines, tels que l'énergie, le transport, l'eau, les ressources naturelles, pollution et déchets, entre autres. Une première phase d'étude démarrée en 2019 a permis de relever 50 mesures éco-fiscales mises en œuvre au Burkina Faso de 2014 en 2019. La seconde phase de l'étude, lancée en 2020, a permis de disposer d'un scénario dit réaliste d'une réforme de fiscalité environnementale du Burkina Faso, assorti à un plan de mise en œuvre en phase de validation. Tout autre chose avec cette étude menée par l'ONG IRC sur les enfants malnutris de la région du centre. Les résultats font état d'un nombre relativement important d'enfants en proie à la malnutrition dans cette région. Eh bien, l'IRC met en place un programme de prise en charge pour limiter le phénomène. Justin Monteau avec Shirley Okuro. Le combat contre la malnutrition au Burkina Faso reste d'actualité. Dans cette lancée, l'ONG International Rescue Committee, IRC, met en place plusieurs stratégies dont le dépistage et la prise en charge des enfants malnutris dans la région du centre. Selon l'étude effectuée dans 20 villages de cette région et 30 centres de santé et de promotion sociale, près de 44 enfants sont malnutris. Parmi eux, seulement 3 sont inscrits dans le programme et bénéficient d'un suivi à travers les structures de prise en charge. Nous allons couvrir plus de 150 formations sanitaires publiques et nous allons également, avec la collaboration avec la direction régionale de la santé, donc mettre en place 2 sites, ou plutôt renforcer 2 sites de prise en charge de la malnutrition avec des complications médicales, notamment dans les CMA de Kosodo et Pissi. Implanté dans une dizaine de pays, l'IRC intervient dans plusieurs domaines, tels que le relèvement économique, l'éducation et la sûreté. Au Burkina Faso, l'ONG se focalise sur la santé, plus précisément la nutrition des enfants. Dans plusieurs grandes villes des États-Unis, où on fait l'accueil des réfugiés et on aide à leur insertion au niveau des États-Unis. Alors après la Seconde Guerre mondiale, l'IRC a commencé des programmes humanitaires à travers le monde. Et c'est quelque chose qu'on fait ici également au Burkina Faso. Après l'étude menée, il ressort que la situation de malnutrition dans la région du centre est tout autre. Avec cette évaluation, on s'est rendu compte que 7
région venait en deuxième position pratiquement après la région du Sahel. Et malheureusement, la couverture n'est pas la meilleure. Sur près de 20 000 enfants qui sont attendus normalement chaque année comme étant malnutris, moins de 12 000 sont effectivement enregistrés dans les différents programmes. Avec le financement de près de 2 milliards 250 millions de francs CFA, le projet va durer 3 ans. L'IRC s'engage à mener à pied la lutte contre la malnutrition au Burkina Faso. 3 ans après sa mise en œuvre, le programme d'appui à la redevabilité sociale en faveur de l'accès aux services sociaux de base dans 35 communes du Burkina Faso a pris fin. L'heure maintenant est au bilan. Quelles sont les actions qui ont été menées? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui l'a été moins? Les réponses ont été dévoilées au cours d'un séminaire de clôture du projet, le compte rendu de Maxime Ulboudou avec Roméo Koeta. C'est un programme qui met l'accent sur le contrôle citoyen et la redevabilité dans le secteur de l'éducation, la santé, l'eau potable et l'assainissement. Mis en œuvre par le laboratoire citoyenneté, le projet d'appui à la redevabilité sociale en faveur de l'accès aux services sociaux de base se veut une approche pour mesurer l'impact des politiques publiques sur les populations au niveau communal. Nous avons essayé de prendre en compte un certain nombre de collectivités déjà partenaires, mais aussi à partir d'une étude de base qui a été faite pour voir en termes d'indicateurs liés aux 3 secteurs, éducation, eau potable, assainissement, quelles étaient les communes qui avaient par exemple les faibles taux, et voir dans quelle mesure, en les intégrant dans ce programme, on peut parvenir à une amélioration de ces différents indicateurs. Donc le choix a été fait de cette façon, bien sûr, le partenaire aussi avec des zones d'intérêt qu'il a indiqué pour que ces communes-là soient également prises en compte. Donc on peut dire globalement que le projet a coûté près de 400 millions. Après 3 années et demie d'action, les acteurs concernés font une halte pour évaluer les résultats du projet. De cet audit, il ressort que 35 communes ont bénéficié d'un accompagnement dans l'opérationnalisation de la transparence budgétaire et du recouvrement de la fiscalité. Labo Citoyenneté nous a accompagnés donc, dans la mise en place des structures locaux de veille citoyen et de redevabilité. Durant ces 3 années, Labo Citoyenneté nous a également accompagnés dans le cadre donc, de recouvrement de nos recettes durant les 3 années. Au niveau des collectivités territoriales, le projet a mis en place des comités de veille citoyens pour suivre et accompagner les communes dans la mise en œuvre des politiques de développement et de la question de la redevabilité. Vous savez que la redevabilité, c'est une obligation qui est en train de pouvoir de rendre compte de la gestion. Et malheureusement, dans la plupart de nos collègues, affectés à ces genre de ressources. Donc, c'est des opportunités que nous avons créées pour que face aux populations puissent leur expliquer les démarches, l'implication, la participation des citoyens dans la mobilisation des ressources. Le projet d'appui à la redevabilité sociale en faveur de l'accès aux services sociaux de base, il prend fin en 2021. Et nous entamons notre chapitre éducation. Direction l'Institut des sciences et des technologies où on s'apprête pour la rentrée académique prévue pour le 5 octobre prochain. Des préparatifs matérialisés par une rencontre andragogique du personnel enseignant de l'IST. Luc Pabelgam. La rentrée académique 2021-2022 à l'IST, l'Institut des sciences et des technologies, c'est le 5 octobre prochain, afin de mieux accueillir les étudiants et leur inculquer des formations de qualité. Des rencontres andragogiques sont organisées sous le thème Andragogie, leadership et développement optimal des compétences. J'ai insisté sur leurs responsabilités vis-à-vis donc des étudiants, vis-à-vis de ce qu'ils doivent enseigner, dans un esprit donc de conjugaison, parce que c'est lié. Il faut que ils perçoivent, hein, il faut qu'ils fassent en sorte que les enfants, les étudiants soient conscients de l'importance qu'ils ont à suivre leur formation
avec le maximum donc, de sérieux. Et ça passe aussi par l'engagement du professeur lui-même à enseigner correctement. Les enseignants pour qui cette formation est organisée apprécient l'initiative. À l'IST, chacun a sa petite idée pour accrocher les étudiants pendant les cours. Alors c'est une belle initiative qui vient appuyer en fait notre démarche de qualité et qui vient corroborer et aider les enseignants à fournir de meilleurs services pour l'université et surtout pour les étudiants. La question pédagogique varie d'une personne à une autre. Alors pour ma part, en fait, j'essaie d'écouter les étudiants parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Ils ont beaucoup d'expériences à partager et ils ont beaucoup de questions. Ils ont beaucoup de questions et il faut les amener à tester leurs propres questions. Et tant que faire se peut, nous essayons d'ajouter à ça en fait un volet pratique qui leur permet en fait de modéliser, de comprendre un peu ce qu'ils sont en train d'apprendre. L'objectif de la formation est de permettre aux enseignants d'allier l'instruction à l'éducation afin de mieux passionner les étudiants et améliorer les aptitudes des enseignants à transmettre le savoir. Il faut dire que cette formation répond à un axe stratégique que nous avons, notre focus stratégique de l'année académique 2021-2022, qui est sur la qualité de l'enseignement. Il faut le rappeler que notre ambition, c'est vraiment d'agir dans la transformation du système éducatif de l'enseignement supérieur au Burkina. Et pendant plusieurs années, en tout cas, nous agissons dans ce sens et nous avons pas mal d'initiatives dans le sens vraiment de transformer l'enseignement supérieur au Burkina. L'IST a été créé depuis 2000 et compte à ce jour plus de 4000 étudiants répartis sur 7 campus. L'Institut délivre des DTS, des licences et masters dans les domaines des sciences et technologies et des sciences de gestion. Éducation toujours, le conseil municipal de l'arrondissement 3 s'engage à stimuler l'excellence scolaire dans sa commune et il a opté pour la méthode de l'exemplarité. C'est bien l'objectif de cette journée de récompense qu'il a organisée en faveur des meilleurs élèves de sa cité. Maxime Ulboudo, Benjamin Kwame. Ce que ces élèves ont en commun, c'est l'excellence. L'excellence célébrée justement ici à l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Les 5 meilleurs élèves des classes du CP1 au CM2 ont reçu des kits scolaires, des vélos et des produits alimentaires, de quoi agrémenter leur rentrée scolaire. Cette journée d'excellence se veut aussi une tribune pour encourager les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes et susciter également en eux la flamme du succès. J'ai reçu un vélo, un sac et de l'huile. Je suis fière, je vais continuer à travailler, à bien travailler. Je compte continuer à étudier, à apprendre bien mes leçons pour réussir encore. Une trentaine d'élèves en situation de vulnérabilité a également bénéficié d'un accompagnement du conseil municipal de l'arrondissement 3. Outre ces meilleurs apprenants, 9 encadreurs qui se sont illustrés par leurs bons résultats durant les 9 mois d'études ont vu leurs efforts récompensés. Une interpellation à mieux poursuivre l'œuvre d'éducation de qualité. Je viens de recevoir une attestation de reconnaissance, plus une tablette, plus des vivres de la part de la mairie. En tout cas, je suis très content pour ces prisons reçues. C'est le prix des efforts consentis durant toute une année scolaire. Donc je remercie beaucoup la mairie qui a eu l'initiative de nous offrir ces différents présents. Je me suis vraiment donnée. Depuis août, il fallait rattraper le temps perdu du Covid et ensuite reprendre la nouvelle année. Ça a été des efforts avec tous les collègues, avec les enfants. Et aujourd'hui, je suis émue. Pour cette première édition, la journée d'excellence est célébrée autour du thème « Ma contribution pour une élite future ». En investissant dans l'éducation, la mairie de l'arrondissement 3 veut ainsi améliorer le taux de réussite du dit arrondissement qui est de 59,9% au titre de l'année scolaire écoulée. Nous avons bien voulu organiser cette activité pour encourager bien sûr les acteurs de l'éducation, je vais parler des enseignants, et encourager également nos enfants à bien travailler à l'école, parce que nous ne pouvons pas construire notre pays sans un minimum d'éducation, sans un minimum de conscience.
Les enseignants ont profité de l'occasion pour soumettre au conseil municipal un certain nombre de doléances, notamment la réfection de certaines salles de classe et les dotations en matériel didactique. Et pour terminer, en France, les ennuis judiciaires de Nicolas Sarkozy se succèdent. L'ancien président français a été condamné pour la deuxième fois cette année par la justice de son pays. Il a été reconnu coupable pour financement illégal des campagnes dans l'affaire Big Malion. Il écope d'une peine d'emprisonnement d'1 an ferme. Les faits remontent à 2012 lors de l'élection présidentielle, élection qu'il a d'ailleurs perdue. Eh bien, Nicolas Sarkozy annonce d'ores et déjà qu'il fait appel de cette décision. On regarde. Il n'a pas souhaité assister à l'énoncé du jugement par le tribunal correctionnel de Paris. Nicolas Sarkozy est reconnu coupable de financement illégal de campagne dans l'affaire Big Malion, procès qu'il a snobé, le qualifiant de farce. L'ancien président de la République écope d'1 an de prison ferme, une peine qu'il devrait purger à domicile sous surveillance électronique. Pour la juge Caroline Viguier, qui est allée au-delà des réquisitions du parquet, cela ne fait aucun doute. Nicolas Sarkozy savait. Nicolas Sarkozy connaissait le montant légal du plafond. Ce n'était pas sa première campagne et il a connaissance du droit. De plus, il a été averti par écrit du risque de dépassement par 2 notes. Et Nicolas Sarkozy a poursuivi des meetings dans les mêmes conditions que précédemment. Nous avons choisi L'affaire remonte à 2012. Candidat à sa propre succession, Nicolas Sarkozy est en retard dans les sondages. Il multiplie alors les meetings à grande échelle, sans regarder à la dépense. Au total, plus de 42 millions d'euros sont dépensés, près du double du plafond légal. Les enquêteurs en sont persuadés. Pour dissimuler un tel dépassement, Nicolas Sarkozy a bénéficié d'un système de fausses factures, ce que l'intéressé a toujours nié. J'ai appris le nom de Big Malion longtemps après la campagne présidentielle. La peine la plus lourde, elle est pour son ancien directeur de campagne en 2012, Guillaume Lambert, condamné à 3 ans et demi de prison, dont 2 avec sursis. Jérôme Lavrieux, directeur adjoint de la campagne, le seul à l'UMP à avoir reconnu le système de double facture, écope lui d'une peine légèrement plus clémente, notamment pour abus de confiance. Cofondateur et patron de Big Malion, Bastien Millot est lui condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois, avec sursis. Se disant innocent, Nicolas Sarkozy va faire appel. Le président Sarkozy, avec lequel je me suis entretenu au téléphone à l'instant, m'a demandé d'aller faire appel, ce que je ferai immédiatement en sortant d'ici. Cette condamnation est la 2e de l'année pour Nicolas Sarkozy, après sa peine de prison ferme prononcée dans l'affaire dite des écoutes. Voilà, et c'est la fin de ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité. Renouvelez rendez-vous demain à la même heure, ici à 19h30. Bonsoir, au revoir.